Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre du Kosovo qui a commencé en 1988 et qui a fini en 1999. Les pays qui sont impliqués les deux groupes qui sont impliqués dans cette guerre, c'est les Serbes et les Albanais. Pourquoi les Serbes s'accostent-ils autant à ce territoire? C'est parce qu'il y a des monastères orthodoxes qui font leur fierté. Dans le passé, il y a eu plusieurs groupes comme l'Empire ottoman qui voulaient s'accaparer de ce territoire, mais les Serbes ont toujours réussi à pouvoir le garder. Pourquoi les Albanais veulent le Kosovo? C'est parce qu'ils sont majoritaires, contrairement aux Serbes qui sont minoritaires dans ce territoire, et ils veulent une république propre à eux. Voici les causes de la guerre de Kosovo. La première, accord de Dayton a mis fin à la guerre de Bosnie. Il y a eu les personnages suivants: Milosevic, le président serbe, Tudjman et Bosnak. Enchanté de faire affaire avec vous, madame. La deuxième cause de la guerre du Kosovo est le discours de Milosevic. Milosevic défend l'existence de la Serbie comme nation, mais définit cette nation comme une entité multiethnique. Il considère la coexistence de nationalités différentes comme un point fort. Il présente dans son discours un point de vue en faveur de la multiethnicité et de la tolérance. Voici un extrait du discours de Milosevic. Par un concours de circonstances sociales et politiques, cette grande célébration s'inscrit dans une année durant laquelle, après bien des décennies, la Serbie a retrouvé son intégrité politique, nationale et spirituelle. Si nous avons perdu la bataille il y a 600 ans, ce n'est pas uniquement dû à la supériorité sociale et à la puissance militaire de l'Empire ottoman, mais aussi au tragique discours qui régnait à la tête de l'État serbe. Le fait que les Serbes soient un grand peuple de cette région n'a rien d'un péché ou d'une honte. C'est un avantage dont ils n'ont jamais usé contre leurs voisins. La Serbie est aujourd'hui unie, à pied d'égalité avec les autres républiques, et prête à tout faire pour améliorer les conditions d'existence matérielle et sociale de ses citoyens. Moyennant de la concorde, de l'esprit de coopération et du sérieux, elle y réussira. Jamais la Serbie n'a été habitée que de ces Serbes. Il y vit aujourd'hui plus qu'auparavant beaucoup de citoyens d'autres nations, d'autres ethnies. Cela ne représente pas un handicap pour le pays. Je suis même sincèrement convaincu que c'est un avantage. C'est donc dans ce sens-là qu'est en train de se réorganiser la composition nationale de presque tous les pays du monde moderne, surtout des plus développés. La cohabitation des citoyens de nationalités, de confessions et de races différentes devient de plus en plus fréquente, de plus en plus réussie. Le socialisme, en tant que forme de société évoluée et équitable, ne devrait surtout pas permettre que des hommes se partagent suivant les nations ou les confessions. Les seules différences que le socialisme puisse et doivent reconnaître sont celles qui distinguent les travailleurs des paresseux, les gens honnêtes des gens malhonnêtes. C'est pourquoi tous les gens qui vivent en Serbie de leur travail honnêtement, en respectant les autres individus et les autres peuples, y vivent dans leur république. La Yougoslavie est une communauté plurinationale et elle ne peut subsister en moyennant une égalité totale de toutes les nations qui y cohabitent. La crise a frappé la Yougoslavie, a conduit à des partages nationaux, mais aussi sociaux, culturels et confessionnels. Entre tous ces partages, les nationaux se sont avérés les plus dramatiques. Leur élimination facilitera l'aplanissement des autres dissensions et atténuera les conséquences de celles-ci. Depuis qu'il existe des communautés plurinationales, les relations qui s'établissent entre les différentes nations ont toujours été leur point faible. Comme par une épée suspendue au-dessus de leur tête, elles sont sans cesse menacées par la question de l'oppression mutuelle des nations, question qui, lorsqu'elle se déclenche,
entraîne derrière elle une vague de soupçons, d'accusations et d'intolérance qui ne peut qu'enfler, et qu'on n'arrête qu'à grande peine. Les ennemis de ces communautés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, le savent bien, et ils axent en général toutes leurs activités subversives sur l'approfondissement des conflits interethniques, des rapports d'égalité et de concorde entre les pays yougoslaves qui représentent une condition indispensable pour la survie de la Yougoslavie, pour une issue victorieuse de la crise, et surtout pour la prospérité économique et sociale du pays. Donc, la troisième cause de la guerre du Kosovo, c'est l'apparition de l'UCK en 1991. Dans le fond, au début, c'est des militants qui faisaient des attentats terroristes. C'est aussi appelé des actions de type terroriste classique, afin de radicaliser la lutte et s'opposer à une stratégie non violente du LDK, consécutivement aux accords de Dayton. Cette organisation, l'UCK, est une organisation paramilitaire qui a combattu pour l'indépendance du Kosovo à la fin des années 1990, donc entre 91 et 99. Les fondateurs de l'UCK sont des Albanais radicaux du Kosovo, frustrés par la résistance passive de Rugova. Ils cherchent à médiatiser la question des relations du Kosovo avec la Serbie en provoquant un conflit ouvert dans lequel les pays occidentaux seraient forcés d'intervenir. Ok, donc le déroulement du conflit, en février-mars 98, il y a une répression serbe et un bastion de l'UCK dans le Drenica qui fait 80 morts. En fait, la répression, c'est un nettoyage ethnique. Les Serbes luttent contre les opérations terroristes de l'UCK à Drenica. Grâce aux actions de l'UCK, la répression prend contrôle du Kosovo-Ouest et le centre de la province. Et les affrontements continuent près de la province albanaise. De plus, le 24 mars 1999, c'est le début des frappes aériennes de l'OTAN qui se poursuit jusqu'au 10 juin 1999 approximativement. En fait, ce que l'OTAN vise à faire en autorisant les frappes aériennes, dans le fond, ça s'appelle l'opération des forces alliées. C'est une opération militaire. Les cibles visées, ce sont le complexe militaro-industriel serbe et le centre du pouvoir de Milosevic. L'objectif, c'est de soutenir la paix au Kosovo et de consolider la paix dans la région. Il y a les dirigeants. Fait que le premier, c'est Olivier Ivanovic, qui a été condamné à des crimes de guerre. Il savait qu'il y avait une opération d'expulsion et d'assassinat d'Albanais qui était en cours au Kosovo, mais il a quand même incité des paramilitaires serbes à exécuter 4 civils albanais. Ensuite, il y a Milosevic, qui est nationaliste serbe. Il est dans les forces des Albanais du Kosovo. Il a forcé, excusez-moi. Il a forcé des Albanais du Kosovo à quitter les lieux par toutes sortes de pressions, comme le licenciement, la fermeture des écoles, les emprisonnements, des assassinats de porte-parole indépendantistes. Son objectif, c'était de garder un Kosovo albanais, mais avec toutes les richesses de son sous-sol. Ensuite, il y a Rugova. Ça a été le premier président de la République du Kosovo de 2002 à 2006. Il a été membre de la Ligue démocratique du Kosovo, puis lui a pas mal lutté pour l'indépendance des Albanais contre la Serbie. Le rôle de l'ONU. Le rôle de l'ONU est de maintenir la paix en arrêtant les guerres entre les pays et de fournir une plateforme de dialogue. C'est ce que l'ONU avait fait avec les Serbes et les Albanais. Ses objectifs durant cette guerre étaient de faciliter la coopération dans le droit international, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès, ainsi que des droits de l'homme. Donc, les conséquences du conflit. En mars 1997, le gouvernement de l'Albanie s'effondre. En mai 1999,
il y a un accord des ministres des Affaires étrangères du G8 sur le déploiement des forces internationales du Kosovo. Et puis en fin juin à août 1999, il y a la construction du camp Bonne-Steel. Donc le conflit il se finit par un appel à un cessez-le-feu quand Belgrade signe un accord militaire et technique sur le retrait des forces serbes du Kosovo en Macédoine le 9 juin 1999. Il y a aussi la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité. Cette résolution fait partie de la Charte des Nations Unies. Elle autorise également le déploiement militaire et civil dans la province serbe du Kosovo dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Cette résolution aboutit à la création de la KFOR qui est sous le contrôle de l'OTAN et mandatée par l'ONU.